Bonjour à tous. Eh bien, on excusera aujourd'hui ma voix, je suis un peu enchiffronné. C'est le temps de rentrer. Je reçois aujourd'hui Adrien Abozy pour son livre qui vient de paraître, La France divisée contre elle-même, paru aux éditions Altitude. Eh bien maintenant, nous passons à La France divisée contre elle-même d'Adrien Abozy. Alors, votre livre, c'est La France divisée, mais vraiment depuis les origines, parce que ça remonte au baptême de Clovis. Donc, oui. Je ne dirais pas tout à fait cela. La France a toujours connu des guerres civiles, mais dans toutes les familles, il y a des conflits de toute façon. Mais nous avons passé un cap supérieur de division et de fracture avec la Révolution française, qui a consacré une tumeur, je dirais, qui est l'anti-France, de même qu'un corps parfois génère des tumeurs cancéreuses. La France a généré une tumeur cancéreuse qui s'appelle, ce que j'appelle moi, la République des Lumières, qui la phagocyte. Et ce que nous vivons depuis 1789, en fait, depuis 1792, puisque la République des Lumières est consacrée officiellement, juridiquement depuis 1792, c'est le fait d'une coexistence de deux pays sur le même territoire, c'est-à-dire la France et la République des Lumières, et nous vivons la coexistence entre deux peuples, en fait, petite parenthèse, aujourd'hui il y en a un troisième, mais entre le peuple français et le peuple républicain, qui sont deux peuples différents, avec des fondamentaux anthropologiques différents, avec des héritages spirituels et culturels différents. Oui, d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que la référence constante, c'est la République et non pas la France. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'ils s'enorgueillissent. Manuel Valls, en particulier, oui. Bernard Cazeneuve. Sous le quinquennat précédent, on a eu une overdose de République. Oui. Rappelez-vous la problématique, la petite polémique qui était née après le propos de Macron en Algérie. Ce cher Macron, enfin Jupiter, nous a dit « Je n'ai pas de leçon d'amour de la République à recevoir ». Ce en quoi il a parfaitement raison. Il n'a aucune leçon d'amour de la République à recevoir. Des leçons d'amour de la France, peut-être un peu plus. Oui, c'est ça, parce que d'un autre côté, il prétend qu'il n'y a pas de culture française, etc. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va pas passer du baptême de Clovis à Macron. On va un petit peu toucher entre les deux. Bon, par exemple, moi, j'ai envie de démarrer, parce qu'on va pas refaire toute l'histoire de la Révolution, etc. On va démarrer peut-être les causes de la défaite, la grande défaite française de 40, les causes. Ah, ça, on s'en est parmi, Oui. Alors, c'est très compliqué. Les causes, elles sont diverses et variées. Déjà, si j'étais politiquement correct, je remonterais très loin. Je remonterais au duc d'Orléans, puisque avant la Révolution, la France est la Chine démographique de l'Europe. 20 ans après, défaite napoléonienne, déchristianisation, et on se retrouve avec, face à nous, un mastodonte démographique qui s'appelle l'Allemagne. Ensuite, on pourrait remonter à 14-18, cette paix totalement bâclée, cette paix qui nous empêche de nous sécuriser jusqu'au Rhin, comme le voulait Foch, comme le voulait Barrès, comme le voulait même Poincaré. Ouais. On peut évoquer tout cela. On peut évoquer le fait que nos amis anglo-saxons... Et alors, il y a un petit truc, puisque après on va parler sans doute de Pétain. La fin de la guerre, Pétain voulait, j'ai le souvenir, voulait continuer, ne voulait pas l'armistice. Tout à fait, c'est l'offensive de Lorraine. Voilà, il voulait le 13 faire une offensive qui démarrait le 13 et on a fait l'armistice. Tout à fait. Parce qu'il voulait occuper l'Allemagne et il voulait... il a supplié Foch, d'ailleurs. Alors qu'on présente toujours Pétain comme le pacifiste, comme le type qui voulait attendre les Américains, etc. Alors, il y a une part de vérité là-dedans, si vous voulez. Oui, mais il voulait économiser les hommes par rapport à Nivelle et des gens comme ça. Mais c'est qui n'est absolument pas incompatible avec une stratégie offensive. Oui. Vous savez, pour comprendre l'année 1918 d'un point de vue militaire, il y a un livre que je recommande à tous les auditeurs. C'est le livre du général Lafargue, Foch et l'année 1918. C'est un livre absolument passionnant où on voit bien l'articulation justement entre l'activité de Foch et l'activité de Pétain. Parfois d'ailleurs les oppositions, parfois Foch avait raison, parfois Pétain avait raison. C'est un ouvrage absolument passionnant. Ouais. Mais et le grand maréchal, c'est Foch évidemment. Pétain est général de... Alors oui, mais si vous voulez, moi je place Pétain un cran au-dessus, parce que Pétain, si vous voulez, c'est celui qui a fait changer la mentalité des militaires français. C'est-à-dire qu'avant la conception des batailles, je caricature, oui.
Mais en gros, c'était par la troupe, et avec Pétain, c'est par le matériel, si vous voulez. C'est ça. Voilà. Et alors, contrairement à ce qu'on pense, et là, on va arriver à la second conflit mondial. La préparation de ce conflit, on va essayer de voir un peu les causes de divergence entre De Gaulle et Pétain en particulier. Bon, contrairement à ce qu'on croit, Pétain était assez offensif et était absolument pour l'arme, comment dirais-je, pour l'aviation. Tout à fait. Et pour les chars. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire contre la, excusez-moi, la ligne Maginot. Tout à fait. C'est-à-dire que on nous présente De Gaulle comme un visionnaire sur la question des chars. Il a été en partie, il faut le lui reconnaître. Oui. Mais sur la question de l'aviation, De Gaulle est passé complètement à côté. Ce qui n'est pas le cas de Pétain. Oui. Ce qui n'est absolument pas le cas de Pétain, qui, dans divers articles, a plaidé pour l'importance de l'aviation, sachant que des chars aussi. Ce qui était important, c'était l'articulation entre les deux. Et si nous nous sommes pris une raclée, malheureusement, en mai 40, il y a diverses raisons. C'est notamment la stupidité de Gamelin qui nous envoie en Belgique, on ne sait pas trop pourquoi. Et le problème de la ligne Maginot. En fait, c'est un problème oui et non. C'est-à-dire qu'il fallait choisir. Soit on a une stratégie défensive, et là, les Allemands, je vous le dis, ne seraient pas passés. D'ailleurs, les Allemands ne sont pas passés par la ligne Maginot. Soit on était. Sauf qu'ils sont passés par les Ardennes et par la Belgique. Tout à fait. Dont Pétain d'ailleurs avait préconisé que il fallait davantage les sécuriser. On tronque toujours une citation de Pétain où devant une commission parlementaire il dit que les Ardennes sont imprenables. Donc les historiens disent mais regardez c'est imbécile, il n'a rien compris. Sauf que quand on lit la fin de la phrase il dit imprenables si on blinde si on blinde la zone. Quoi. Voilà. On n'avait pas désarmé tous les Français quelques années auparavant. Oui, tout à fait. Oui. On est injuste avec Maginot parce que les Allemands ont contourné la ligne Maginot qui a tenu son rôle. Bien sûr, on est toujours sur la ligne Maginot, mais elle a tenu. Mais enfin, il y avait les budgets n'étant pas inépuisables, l'optique de Pétain, c'était l'argent consacré à la ligne Maginot. Il valait mieux le faire sur les chars d'aviation. Mais celui qui a et là, il avait sans doute raison. Quoi. Celui qui a vraiment détruit la ligne Maginot, en réalité, c'est Gamelin, puisque quand il envoie nos armées en Belgique, par définition, le champ du terrain se déplace et on n'a plus besoin. Les Anglais aussi, d'ailleurs. Les Anglais, oui, tout à fait, qui eux d'ailleurs n'ont pas fourni un véritable effort de guerre à ce moment-là. Soit dit en passant. On peut estimer que les Anglais n'ont pas joué le jeu, enfin comme d'habitude, j'allais dire. Ce sont eux nos ennemis éternels. Oui, depuis plus longtemps que les Allemands, c'est vrai. Alors, on arrive donc alors ces responsabilités, mais il y a aussi une responsabilité, peut-être je ne l'ai pas lu dans votre livre, mais diplomatique. C'est-à-dire que je pense que c'est brillant. Qui n'a pas été brillant. Ah oui. Évidemment, lui, il meurt en 32, donc. Oui, mais effectivement. Mais c'est un pacifiste. Il croit vraiment à l'entente, non pas cordiale avec les Anglais, mais avec les Allemands. Il pense que tout va s'arranger, qu'on va faire l'Europe, la main dans la main, etc. Et il ne sent pas du tout Hitler, etc. Vous avez tout à fait raison de citer brillant. J'en ai pas parlé dans mon bouquin parce que hélas, voilà. Je peux parler de et tout. La suite, alors, on dit brillant, mais il meurt en 32. Je crois. Alors évidemment, avant la prise du pouvoir d'Hitler, juste avant, mais qu'est-ce qu'il y a après ? C'est le fameux Alexis. Alexis Léger. Et Alexis Léger, c'est le grand poète Saint John Perse. Le grand poète, selon vous ? Ah oui, non, absolument. Croyez-moi, là, c'est mon terrain. J'arrive pas à le traduire encore en français. C'est un très très bon poète. D'accord, il faut pas lui retirer ça, mais c'est un très médiocre diplomate et il va continuer la politique de Briand dont il avait été le bras droit. Jusqu'à Munich, puisqu'il assiste à Munich, et à Munich, il est pratiquement le chef de la diplomatie, et à l'époque, la diplomatie française, la politique française, ça se fait au Quai d'Orsay, ça se fait pas à l'Élysée, comme aujourd'hui. Ça va souvent de pair, grand poète, mauvais diplomate. Pardon ? Ça va souvent de pair, grand poète, mauvais diplomate. C'est comme Clémenceau. Vous savez, Clémenceau, il aurait mieux valu qu'il soit uniquement écrivain, parce qu'il écrivait très très bien. Alors, mais Saint John Perse, Villepin. Cela dit, il n'était pas gaulliste, Saint John Perse non plus. Oui, Dieu l'en garde. Mais le réquisitoire le plus dur écrit contre Briand, c'est le 4e tome des responsabilités des dynasties bourgeoises de Baudelomény, qui est consacré à cette période-là. Et là, Briand, il passe ma expression, un sale quart d'heure. Il est vrai que il était un abruti, il n'a rien compris. C'était un illuminé. Mais c'était comme nos hommes politiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un idéologue qui n'arrivait pas à voir la réalité. En 1930, il évoquait qu'il y avait une vague de pacifisme qui balayait l'Allemagne, alors que le Parti national-socialiste montait en force. Il était complètement à côté de la POC, c'était un idéologue. Il a énormément travaillé au relèvement de l'Allemagne. En fait, c'est ce qu'on appelle
Oui, oui. communément un imbécile heureux. Voilà. Un Les ravi de Ang- la crèche. alors, les Sarkozy Anglais- l'avait cité en disant, Aristide Briand avait dit, c'est en se jetant dans le fleuve que la rivière reste fidèle à sa source. On voit le résultat. Ouais, ouais. Mais bon, brillant. Et alors, d'autre part, pour reprendre Alexis Léger, alors, il y a le fait qu'on a jeté Mussolini dans les bras d'Hitler. Ah oui, tout à fait. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que, et justement à cause d'Alexis Léger, qui adorait les Anglais, d'ailleurs c'est pas un hasard s'il s'était fait appeler Saint John Perse, hein, c'est pas, et il détestait les Italiens, il méprisait souverainement Mussolini, etc. Et alors, Et c'est terrible parce que Mussolini n'aimait pas Hitler, n'aimait pas les Allemands. Elle n'avait qu'un seul envie, c'était d'être allié avec les Français et les Anglais. Il s'était opposé dans un premier temps d'ailleurs à l'annexion de l'Autriche. C'est lui qui avait mis les chars au Brenner. Ouais, tout à fait. Voilà, il avait massé ses troupes au Brenner après l'assassinat de Dollfuss, et donc et Hitler a reculé. Hitler a reculé à ce moment-là. Tout à fait. Donc le premier qui a fait reculer Hitler, c'est Mussolini. Tout à fait. Et d'ailleurs, Pierre Laval, à son procès, fait une longue introduction où il évoque sa diplomatie, qui visait justement à bien s'entendre avec les Italiens. Alors en vérité, il n'est pas allé jusqu'au bout de cette politique. Laval, il a fini par céder, parce qu'il aurait pu taper du poing sur la table et conserver cette ligne. Mais il avait raison de pointer que c'était une erreur stratégique, diplomatique, absolument capitale, que d'avoir jeté par pur aveuglement Mussolini dans les bras d'Hitler. Il y en a un autre aussi. Il s'aimait pas du tout. Il faut dire aussi tous les deux de gauche quand même. Hein. C'était pas le Franco non plus Mussolini. C'était pas Franco non plus Mussolini. Hein. Le seul qui a roulé Hitler, c'est Franco. C'était le seul qui était catholique. Non, mais Mussolini n'était pas. Mussolini était de gauche. Était fils de professeur de gauche. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il a fait reculer Hitler tout de même. Il faut lire aussi les bouquins d'Henri de Kérélis là-dessus qui sont passionnants et précis. Et alors, bon, on va en venir à Pétain. Donc, alors. Bon, je vais jouer l'avocat du diable, sinon le diable lui-même. Ah oui, c'est le cas de le dire. Fonction qui n'existe plus au Vatican, le Diabolicus Advocatus. Oh, il est un peu partout. Je crois qu'il est même au Vatican. Non, mais le facteur de fond vous allez me laisser en placer une ou pas ? Le facteur de fond de la défaite, vous avez oublié 36. Le gouvernement qui a démilitarisé pendant que l'Allemagne se surarmait. Oui, toujours des socialistes. Bah, ça, c'est discutable. Léon Blum, oui. Ça se discute, c'est pas. Non, Léon Blum n'a pas tellement désarmé que ça. Désarmé. Bon, il a d'autres casseroles. Oui, vous êtes trop simpliste. C'est toujours droite-gauche. Bon, rappelons-nous des décisions du député. C'est plus compliqué que ça. Le député turc qui a désarmé la France. Oui. Bon, voilà, on va pas partir Turc, sur la c'était Turquie. son nom. Hein. Laissez-moi mener l'émission, s'il vous plaît. Turc, c'était son patronyme. S'il vous plaît. Laissez-moi mener l'émission et nous allons parler de Pétain maintenant un petit peu, hein, parce que alors avocat du diable, c'est-à-dire que Pétain, bon, alors j'écoute moi. Des tas de gens, je regarde Wikipédia, je vois, bon, Pétain c'est un traître, il a trahi la France, c'est n'importe quoi, il a fait faute sur faute, etc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah écoutez, il est tout à fait cohérent. D'abord, dans la préparation, qu'est-ce qu'il était avant ? On a vu son rôle dans la technique militaire, qui est assez glorieux, mais après il était ambassadeur chez Franco. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, comme le gouvernement de Léon Blum a eu la bonne idée, entre guillemets, de soutenir les Républicains, en fait, Pétain était envoyé pour recoller les morceaux, si je puis dire, et pour se rabibocher avec l'Espagne. Et... Pour gagner la neutralité. Exactement, pour avoir une neutralité bienveillante. Qui, bien entendu, était sage. Donc effectivement, il était envoyé. Et ce qui est rigolo, c'est que vous savez, aujourd'hui, on emploie toujours le terme de complotisme à tort et à travers, parfois à juste titre, parfois à mauvais titre. Eh bien. Au procès Pétain, on a essayé de faire croire que Pétain avait pris le pouvoir suite à un complot. Or, je fais remarquer que si Paul Reynaud ne l'avait pas rappelé de son ambassade espagnole, il n'aurait jamais été en position de prendre le pouvoir. Ouais. Donc effectivement, il y a eu des circonstances qui ont fait que il a pu prendre le pouvoir, mais cette circonstance, quelle est-elle ? En réalité, c'est l'effondrement total, non seulement des institutions, mais de la société. Et ont pris le pouvoir en 40, les derniers qui étaient debout, paradoxalement, c'était l'armée française, Pétain et Weygand. On oublie trop souvent Weygand, qui est un des plus grands Français du XXe siècle, selon moi. Et notamment, Pétain et Weygand ont eu cet acte, très conscient chez Weygand, peut-être un peu moins chez Pétain, à vérifier, de tordre le cou à l'anti-France, très clairement, et de détruire la République des Lumières, en fait de détruire
la révolution. Parce que quand on dit la République, on vise moins la forme du gouvernement que l'essence philosophique du gouvernement, si vous voulez. Et cette essence philosophique, eh bien, effectivement, Pétain et Weygand l'ont détruite. Et c'est ça, le péché principal, entre guillemets, que les républicains d'aujourd'hui reprochent à Pétain. Et quand un républicain dit que Pétain trahit la France, entre guillemets, il est de bonne foi. Effectivement, Pétain a détruit la République. Mais, en revanche, ils ont ressuscité la France. Alors Weygand, son rôle, bon, il est nommé généralissime quand c'est foutu, quoi. Enfin, exactement. Gamelin a raté la chose et on nomme dans les derniers, alors que c'est la débâcle avancée. Oui, tout à fait. On nomme Weygand qui évidemment en prend plein la gueule et ne peut pas faire grand chose. C'est à l'instar de Pétain, c'est-à-dire que c'est un acte de sacrifice pur, quoi. Notion qui est totalement oubliée aujourd'hui par nos hommes politiques. Bien entendu, la simple notion de devoir de toute façon leur est étrangère. Mais objectivement, c'est un acte qui est inconcevable aujourd'hui pour nos élites politiques. Ce sont des gens qui se sacrifient pour leur pays. Ce n'est pas une façon de parler. On n'avait que des coups à prendre. Ils auraient pu prendre une retraite dorée. Les Allemands eux-mêmes auraient pas été forcément hostiles parce qu'il y avait un prestige militaire qui les accompagnait. Pétain aurait pu se la couler douce dans sa villa de Villeneuve-Loubet et il a choisi d'aller, passez-moi l'expression, d'avaler des couleuvres. D'aller au charbon. Et petite parenthèse, il n'y avait pas beaucoup de gens pour prendre leur place à l'époque, qui étaient volontaires pour la prendre. C'est vrai. Vous écoutez, chers auditeurs, Anthologie de la création sur Radio Courtoisie, dirigée par Daniel Abrecorn, qui reçoit dans cette première partie d'émission Maître Abosi pour son ouvrage La France divisée contre elle-même, paru chez Altitude Éditions. Merci Stanislas. Alors Weygand, je veux dire deux mots de Weygand tout de même, mais il y a un souvenir. Vous savez que vous connaissez peut-être Guy Ressac. Ah non, ça ne me dit rien. Non. Alors Guy Ressac, c'est le biographe de Weygand. D'accord. Dans les années 60. Et j'ai un souvenir personnel, excusez-moi. D'accord. C'est-à-dire que Guy Ressac était un grand ami de mon père. Ah d'accord. Et il venait dîner régulièrement à la maison. Moi, j'étais tout petit, mais je me souviens très très bien de ce monsieur. Et alors, bizarrement, ce monsieur était un magistrat et il était vice-président de la Haute Cour, figurez-vous. Et il a été chargé de dépouiller les papiers de Vichy après la guerre. Et donc, ce monsieur, bizarrement, a écrit la biographie de Weygand, très admirative, et il était un pétainiste acharné, Oui, mais tout à fait, le bon sens n'est interdit à personne. Et il était en première ligne pour bien connaître Vichy, puisqu'il a été chargé par la magistrature française de dépouiller les papiers de Vichy. Il s'est donc prononcé en connaissance de cause. Mais en tout cas, Weygand est une belle figure française, et j'ai tenu à ce que son visage apparaisse sur la couverture de mon livre. Oui, effectivement. Et du bon côté, parce que... Ah oui, tout à fait, du côté droit, oui. Il y a le côté droit et le côté... À la droite du père. Oui, j'ai oublié de préciser la couverture de ce livre. On voit de nombreux personnages à gauche et de nombreux personnages à droite. Il y a un peu les bons, les méchants. C'est toujours un peu plus compliqué que ça, l'histoire. Enfin, bon. Encore que sur ce point. Oui. Alors, De Gaulle, Pétain. Bon, on va en reparler un tout petit peu. Les responsabilités, les lumières, les ténèbres. Écoutez, effectivement, donc Pétain ressuscite avec Weygand, il tord le cou à la République des Lumières. Et il met en place un régime qui avait beaucoup de défauts sans doute, qui n'était pas parfait. Toute œuvre humaine. Travail, famille, patrie. Oui, voilà, ce slogan ignoble, n'est-ce pas? À la base, c'est Weygand qui a trouvé ce slogan, et c'était Dieu, travail, famille, patrie. On mettait Dieu. C'est tout à fait. C'est la base, si vous voulez d'ailleurs. Non pas que je sois contre le travail. C'est le fond du problème, c'est que d'ailleurs, c'est la sécularisation des institutions. Vichy justement avait rompu avec cette sécularisation des institutions. N'oublions jamais que Pétain a consacré la France au cœur immaculé de la Vierge le 28 mars 1943. C'est 300 ans après, enfin un peu plus de 300 ans après Louis XIII. Oui, c'est un acte qui est incompréhensible aux républicains athées qui nous gouvernent maintenant depuis très longtemps. Ah, c'est un acte que une certaine église reproduit chaque année. Oui, tout à fait. Paris. Une certaine, vous faites bien de le préciser, puisque l'église visible se garde bien de le faire. Oui. D'ailleurs, petite parenthèse, quand nous reprendrons le pouvoir, nous consacrerons la France au cœur immaculé de la Vierge et au Sacré-Cœur. Ça sera l'acte numéro 1 du gouvernement, bien entendu. Mais vous avez dit les républicains athées. Non pas que ce soit un pléonasme, mais enfin, il y a une religion de la République. Oui, tout à fait. Ils croient en quelque chose. Oui, tout à fait. Déjà, la République est une religion à laquelle est définie une autre religion qui s'appelle la laïcité, dont d'ailleurs le contenu est à géométrie variable. Et dont les voies de transmission s'appellent la franc-maçonnerie. Oui, tout à fait. Moi, je l'appelle la franc-poissonnerie pour rigoler un petit peu. Vous avez raison. Mais si vous voulez, si ça se limitait qu'à ça serait trop beau, quoi.
Hein. Si vous voulez, les millions de Charlie qui ont défilé après l'attentat de Charlie Hebdo, on peut pas les résumer à ce que Maurras appelait les 4 États confédérés. Je crois qu'il y a anthropologiquement, il y a des choses beaucoup plus profondes. La question qu'il faut se poser, d'ailleurs, c'est l'une des problématiques de mon bouquin, c'est pourquoi le peuple français a une telle résonance à ces acteurs, ces philosophes de lumière, à la franc-poissonnerie, etc. Et il y a d'autres communautés, j'en passe. Donc, nous sommes... alors, après la guerre, c'est la prise du pouvoir, évidemment. Vous parlez d'une nouvelle révolution, en quelque sorte. Tout à fait. Il y a les mêmes caractéristiques 45. En 1944 qu'en 1989, c'est-à-dire qu'on change, on passe d'un paradigme anthropologique et spirituel à un autre. Il y a des exterminations de masse, il y a la décapitation d'une classe sociale, la France des notables, il y a le fait qu'on fasse venir au pouvoir de nouveaux éléments, ou plutôt qu'on substitue aux reliquats d'éléments conservateurs dans l'oligarchie française d'autres éléments qui eux ne le sont pas. En fait, il y a une épuration permanente depuis la chute de Charles X, très concrètement, et la révolution de 1944 est un élément de cette épuration. Et ce qu'on a connu après, sous le nom de diabolisation, ce n'est que la poursuite de ce phénomène d'épuration permanente. C'est-à-dire que les Français qui pensent bien, les Français qui sont fidèles à l'anthropologie française, eh bien, ne doivent pas accéder à des postes d'influence. Ils ne le doivent à aucun prix, et il faut qu'ils soient marginalisés socialement. C'est le combat de la République, ça. Le combat quotidien. Mettre le catholicisme hors la loi. Tout à fait. Bah, de toute façon, bon, le catholicisme est hors la loi depuis 1789. Hein. Ce n'est pas officiel et ce n'est pas assumé en tant que tel depuis si longtemps que ça en vérité. D'ailleurs, c'est vraiment assumé depuis seulement la 4e République. Le laïcisme. Hein. La 3e République avait failli d'ailleurs mal tourner, si je puis m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, effectivement, le catholicisme véritable est hors la loi. Il est d'ailleurs hors la loi dans l'Église conciliaire, hein, à commencer par eux. Écoutez, nous, le travail de nous, patriotes français, c'est de le remettre. Vous savez, il y a une référence, moi, que je cite tout le temps, c'est le livre de Théotime de Saint-Just, La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, où il évoque la pensée profonde du cardinal Pi. Ça, c'est le bréviaire de base pour la lutte politique aujourd'hui. Donc, nous sommes après la guerre et nous sommes aujourd'hui, bien sûr, exactement dans cette même situation d'anti-France, de croyances utopiques dans une Europe, etc. Bon, alors comment jugez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut en venir à l'actualité, en quelque sorte. Enfin, on a sauté l'histoire, bien sûr. Puis on est en état de guerre aussi, aujourd'hui. Oui, d'une autre guerre, bien sûr, une guerre intérieure. Alors, les attentats se multiplient, ça n'arrête pas. On met des pansements, on cautérise une chambre de bois, enfin, c'est tout le temps. Et évidemment, on ne monte pas aux causes profondes, aux causes lointaines, on se moque de nous, quoi. Tout à fait. Vous savez, ce qu'il faut faire, c'est refaire la France. Refaire la France pour arriver à cette royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, pour citer le cardinal Pi. Mais pour refaire la France, il faut refaire des Français. Il faut refranciser les âmes, républicaniser. Nous ne partons pas, je dirais, d'une situation ex nihilo. Du point de vue tout à fait. Graphique. Si vous voulez, les derniers Français qui font des enfants, quasiment, sont les catholiques. Donc, de ce point de vue-là, à la limite, la gauche s'est fait harakiri. Encore, certains catholiques. Certains, moi, je vise les catholiques, pas les catholiques conciliaires qui sont catholiques, comme je suis, je pense, shintoïste. Mais il nous faut refaire des Français, et surtout, je vais très vite, mon bouquin, pour le que faire, s'inspire, ou plutôt part de l'analyse d'Augustin Cochin et de François Furet sur la notion d'inertie. Pourquoi le peuple est inerte et n'a plus aucun pouvoir aujourd'hui, alors qu'il en avait sous l'Ancien Régime. Notamment, je vais très vite, parce que nous n'avons plus de camps intermédiaires. Donc il nous faut refaire des camps intermédiaires, il nous faut faire une contre-société, il nous faut faire des réseaux de pouvoir, d'influence politique, économique, médiatique, à côté des réseaux traditionnels, tout en les phagocytant quand nous pouvons le faire. Il faut aller sur tous les terrains, refaire cette contre-société pour faire demain jonction avec une élite qui aura compris qu'il faut se démondialiser, dérespecter, républicaniser. Mais si ce scénario ne se produit pas, eh bien les corps intermédiaires que nous aurons bâtis seront debout lorsque la société s'effondrera, car la société est déjà en train de s'effondrer. Ouais. Donc, alors, la démocratie, il faut...
Vous croyez à la démocratie Non, si vous voulez. Il faut bien voter, il faut faire quoi? Il y a une phrase assez rigolote de Jules Renard à Maurice Barrès, dans lequel il lui évoque que le suffrage universel vaut autant en politique qu'en art. Vous voyez, et en gros, pourquoi vous croyez au suffrage universel en politique alors qu'en art vous n'y croyez pas? Vous voyez, effectivement, cette question du suffrage universel est posée aussi par la question de l'inertie, c'est-à-dire que les gens n'ont jamais autant voté. On vote quasiment tous les ans aujourd'hui, mais l'impuissance politique du peuple n'a jamais été autant constatée. On l'a vu avec la question de la manif pour tous. Quelle est l'influence de la société aujourd'hui sur le processus législatif? Il est nul. Qu'a-t-on fait du vote du peuple français sur la question de la Constitution européenne? Il a été mis au tapis, parce que ce sont les élites qui décident. Et d'ailleurs, la question des élections, il faut bien la comprendre. C'est-à-dire que sans doute notre prise du pouvoir passera par la question des élections, mais il faut la prendre par le bon bout. C'est Rouletabille qui disait, il faut prendre la raison par le bon bout. Prenons la raison par le bon bout. L'élection aujourd'hui n'est pas une libre compétition. C'est une compétition faussée par l'oligarchie. On l'a vu à l'élection présidentielle 2007. L'élection était promise à Fillon, on lui a glissé quelques pots de banane, l'oligarchie lui a glissé quelques pots de banane, et nous avons eu derrière Macron. Donc les élections ne se gagnent pas par le peuple, elles se gagnent par l'oligarchie. C'est en reconquérant l'oligarchie que nous pourrons reconquérir les élections. Vous pensez qu'une solution régimiste est possible? Avec l'aide du bon Dieu. Avec une grande aide du bon Dieu. D'ailleurs, en 1940, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Pétain est passé par certains canaux du pouvoir officiel. Il a été rappelé par Paul Reynaud. Et après, il a pu, si vous voulez, tordre le cou avec Végan à l'anti-France. Ceci étant posé, plus le temps passe, plus ce scénario paraît compliqué. Et plus le temps passe, plus nous allons vers le scénario de l'effondrement. Vous votez vous-même? Non, moi j'ai arrêté de voter depuis très longtemps. Moi j'ai jamais voté de ma vie. Ah oui, donc vous êtes quand même inclus dans les abstentionnistes. Pour rigoler, à l'entre-deux tours, j'ai appelé à faire barrage à Brigitte, mais si vous voulez, j'ai arrêté de voter depuis très longtemps. Quoi. Vous pensez finalement, comme Pinoff, que le suffrage universel est un mensonge universel, lui qui bénissait tous ceux qui s'employaient à ne jamais voter de leur vie? Alors je connaissais pas cette formule, elle est très bonne. Je dirais que ce n'est pas une fin en soi, mais qu'il faut être assez lucide sur la portée du vote aujourd'hui. Le vote peut servir, très concrètement, élection locale et même élection nationale. Voter Front National, c'est ce qu'il y a de moins de pire. Je ne le fais pas à titre personnel parce que c'est là ils sont pire. C'est pour ça, moi, je dirais qu'il faut voter. Ils sont allés trop loin dans les consciences idéologiques, donc je peux pas le faire. Mais si le Front National se convertit demain à la contre-révolution, je voterai pour avec grand plaisir. Oui, mais il n'y a pas de parti idéal, de toute façon, comme il n'y a pas de personnage idéal d'ailleurs. Mais l'idéal n'existe pas. Sinon Jeanne d'Arc, mais je ne la connais pas, malheureusement, mais elle va peut-être revenir, hein, espérons. Mais là où je veux en dire aussi, c'est qu'il faut surtout sortir de la passivité, se retrousser les manches. Oui, voilà. Bien sûr. Et puis, je pense être rigoureux dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire aucune concession dans sa vie quotidienne. Je pense que vous appelez à la prière. Ah oui, j'appelle surtout les gens à se convertir quand ils ne sont pas catholiques. J'appelle les gens catholiques à se sanctifier. Voilà. Oui, parce que nous n'avons pas abordé, mais on n'a plus beaucoup de temps, mais la question de l'islam en France. La question de l'islam ne se poserait pas si un vide n'avait pas été laissé. Très concrètement, oui, c'est que part. Alors le vide. Et puis s'il n'y a pas l'immigration de masse aussi. Mais aussi, finalement. Allez, un bon musulman est un musulman soit athée, soit converti, non? Si vous voulez, quand on est catholique, on considère que, vous savez, c'est la phrase des psaumes, hein, les dieux des païens sont les démons, donc toutes les religions qui ne sont pas catholiques sont des hérésies qui ne mènent pas au ciel, pour parler aussi poliment que possible. Donc, effectivement... Donc c'est une charité de convertir les musulmans. Ah oui, tout à fait. Mais la meilleure charité, contrairement à ce que nous dit je surnomme le psychanalysé, puisque dans son dernier livre avec Dominique Volton, il a dit qu'il avait fait des psychanalyses, donc le dénommé François, qui nous invite à aller dans des mosquées, dans des synagogues. Le pape, oui, celui qui prétend être tel. Effectivement, la charité n'est pas de faire des concessions à ceux qui pensent mal, mais c'est effectivement de leur montrer ce qu'est la vérité et de les y emmener. Aussi bien à l'égard de Luther, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Chose. Eh bien, on est tout à fait dans votre sens. En France, il faut être cool aujourd'hui, mais cool finalement c'est tiède, et Dieu vomit les tièdes. Dieu vomit tout ce qui est cool. C'est interdit par la radio, cool, le mot cool. Non, mais quand vous êtes cool, vous êtes dans le camp du bien. Et Dieu vomit les cools. Oui. Comment? Petite
Tiens, un petit mot aussi sur la dédicace que je ferai samedi. Ah, bien entendu, oui. Alors, on va le lire à la fin, mais de toute façon, vous avez une dédicace pour votre livre, dont je rappelle le titre, La France divisée contre elle-même, paru aux éditions Altitude, et que vous dédicacerez à la Librairie Française. Samedi 7 octobre à la Librairie Française, qui est rue Auguste Bartholdi, c'est tout à fait, au métro Duplex. Voilà. À partir de 15h. Très bien.